Salut à toutes et à tous, bienvenue sur La Charnière Rugby. Salut Max. Salut Loïc, donc bienvenue. On va faire un petit récapitulatif sur les quarts de finale qui se sont déroulés ce week-end. Donc dans un premier temps, on va vous récapituler tous les matchs. Donc match par match, on va faire un petit résumé. C'est ça. Ensuite, on va procéder par les top et flop, un petit peu comme on a fait sur notre première vidéo. Et enfin, on aura aussi un 15, un petit peu des joueurs qui sont sortis du lot sur ces premiers matchs. Du coup, on démarre tout de suite avec le récap des quarts de finale. Premier match, donc Pays de Galles, Argentine, qui s'est joué à Marseille. Voilà, donc samedi à 17h. Donc première chose à dire, bravo aux Pumas. Ouais. Qui crée la surprise parce qu'ils avaient une cote à 2,40 sur le site de Paris Sportif. Donc ils étaient outsiders de ce match et ils ont réussi quand même à dominer, hein, malgré une entame un petit peu compliquée. Je sais pas ce que t'as pensé du match. Pareil, la même chose, un petit peu compliqué sur l'entame de match où ce qu'on prédisait un petit peu en amont du match, le Pays de Galles qui a un jeu qui est en place avec à la base une charnière sur les phases de poule qui nous avait plu, un petit peu moins aujourd'hui. C'est vrai. Mais voilà, les Pumas, ça reste les Pumas, grosse force mentale. On lâche rien jusqu'au bout et puis on s'aperçoit que ça paye quoi, donc sur la fin du match. C'est vrai. Alors sur ce match-là, on a quand même eu donc comme tu l'as dit, une grosse domination en première partie de match du Pays de Galles et puis le Pays de Galles finalement qui s'enraye tout seul. On sait les Pumas c'est une équipe latine donc l'Argentine et on voit notamment un geste de Josh Adams qui met un coup d'épaule à ses demi-mêlées, s'ensuit une petite échauffourée. Et là, de suite, l'Argentine, mais on le sent, ça revient dans le match. Ça revient dans le match. Et puis sur la première mi-temps, où pareil, alors on en reparlera un peu pour d'autres matchs où ça a été le cas. Tu domines et tu rentres à la mi-temps au citron à 10 à 6. Il y a 4 points d'écart. Très vite en seconde mi-temps, ils reprennent l'avantage. L'Argentine, donc, qui passe à 12 à 10. Après, il y a un petit chassé-croisé jusqu'à cette 65e minute. Alors on peut revenir dessus sur cette 65e minute. Alors c'est compliqué sur le coup à arbitrer parce qu'effectivement il y a un bras qui arrive pleine tête. Pour faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu l'image, plaquage de Tompkins, c'est un plaquage à 2 du 12 et j'ai pas le deuxième, plaquage à 2. Tompkins se baisse au dernier moment, Guido Petit arrive, épaule dans la tête. Tompkins sort sur KO, sur l'action, enfin sur protocole commotion par l'arbitre désigné. Protocole commotion, ce qui fait rentrer Costello qui est en demi d'ouverture, glisser Bigard à l'aile au centre, pardon. Et sur cette action, en fait, on se retrouve avec une pénalité pour l'Argentine du coup, et il marque sur l'action qui suit. Donc ça peut être un petit peu un tournant du match, puisque d'une pénalité qui pouvait être pour le Pays de Galles et donc sortir du camp. À la limite au moins une pénalité. C'est vrai que le carton jaune, comme certains ont pu dire avec le fameux bunker, ça peut être compliqué parce qu'on voit que Tompkins se baisse. On voit que Guido Petit, quand il arrive, il n'est pas en train de regarder Tompkins. Il a vraiment la tête baissée et il envoie les deux bras pour ceinturer. Donc ça arrive dans le visage, effectivement. Mais peut-être au moins ne serait-ce qu'une pénalité où au lieu de te retrouver sous pression avec effectivement Costello qui a une demi-mêlée de formation qui passe à l'ouverture, Bigard qui doit glisser, et on maintient la pression des Argentins, tu peux te retrouver avec une pénalité où tu peux te sortir des 22 et du coup c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose quoi. Mais malgré ça, malgré cette marque là des Argentins, t'as encore une occasion qui est énorme, je crois une dizaine de minutes plus tard, où t'as d'ailleurs qui est rentré en cours de match, qui traverse, qui déchire le rideau des Argentins. Et il donne à Thomas Williams qui lui décale Rizamit sur l'aile et là c'est Moroni qui fait un sauvetage incroyable à 1 mètre de la ligne, voilà, où là effectivement je pense que les Argentins auraient pu prendre un coup de bambou sur la tête et en fait non. Ils se sauvent encore une fois et donc à la 78e minute ils viennent crucifier donc le Pays de Galles sur une... Alors on a regardé le match, c'est la 3e fois qu'ils la font cette combinaison, donc c'est une sortie de mêlée où il y a une redoublée qui se passe au milieu du terrain, sauf que Sanchez qui vient de rentrer et toute son expérience, je pense qu'il a déjà analysé ça et il fait une interception et il file marqué au milieu des poteaux. Et ça c'est à la 78e minute, donc sur les 3 dernières minutes ils y croient plus trop les Gallois. Ils vont prendre une dernière pénalité à la 81e. Donc au final c'est l'Argentine qui s'impose 29-17.
Une dernière petite chose, encore un gros big up à ce public argentin. Oui. Parce que pour le coup, si les Argentins restent quand même dans le match, je pense que le public est aussi pour quelque chose. Le public, on a vu même le capitaine Matera, on a vu même les joueurs qui étaient sur le banc, tout le monde chantait. Donc ouais, effectivement, on sent qu'il y a cette culture des supporters dans l'Amérique du Sud. Donc bravo à eux. On va passer sur le deuxième match. Le deuxième match, du coup, c'était entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. C'était le premier gros choc de ces quarts de finale. Deux nations qui peuvent prétendre au titre final. Bien sûr. Donc on a eu un match incroyable. Et qui a tenu toutes ses promesses. Ah ouais, là, c'est vrai qu'on attendait forcément un énorme match de la part de l'Irlande qui n'a jamais passé ce fameux tour des quarts de finale. C'est ça. Alors on avait senti depuis, pareil, un petit peu comme la France où voilà, ça fait 2-3 ans où on sent que vraiment ça domine le rugby mondial, ou du moins ça fait partie des 4 premières équipes mondiales, et on n'est pas déçus quoi. On n'est pas déçus. C'est un match incroyable. Pour débriefer complètement du match, on a une entame qui est à sens unique quand même. On a les All Blacks qui dominent. On se retrouve avec un 13-0 rapidement. Hein. C'est ça. Alors surprenant du coup par rapport aux Irlandais dans le sens où on s'attendait forcément à eux qui fassent une grosse entame et dominent la possession et territorialement. C'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Avec un joueur qui nous aura fait un petit peu entre guillemets mentir sur ce match, Beauden Barrett, qui fait une grosse partie parce qu'on s'était posé la question avec Mackenzie. Et donc du coup voilà, les Blacks bousculent vraiment cette équipe d'Irlande qui sait pas trop où donner la tête. Et ça va donner très vite lieu, donc comme on le disait, à un 13-0 assez rapide. Assez rapide, on a une Irlande quand même qui reste sûre de ses forces, même à 13-0, on a des pénalités qui sont tentables, on continue d'aller en touche, on change pas le plan de jeu finalement, et même en étant un petit peu sous la domination néo-zélandaise, on continue à mettre en place ce qu'on avait prévu côté irlandais. Et ça paye au bout d'un moment. Ça paye au bout d'un moment parce que ils commencent à revenir petit à petit, ils reprennent le fil du match, ils avancent, que ce soit sur les mauls, on voit plusieurs séquences de jeu où l'Irlande est dans l'avancée. Ils finissent par marquer un premier essai de Bundee Aki, qui avait lui aussi été mis en évidence dans les phases de poule. Et donc aussi sur ce match, où il fait encore néo-zélandais d'origine d'ailleurs. 3 il y en avait, des Irlandais néo-zélandais. Du coup, il y avait James Lowe, Gibson Park et Bundee Aki. Donc un match aussi particulier pour eux certainement. Mais Bundee Aki, voilà, qui a su sortir son épingle du jeu encore une fois avec ce premier essai. Premier essai, je crois que c'est alors de mémoire, je crois que c'est lui qui fait le plus de courses. Je crois que c'est 17 ou 18 sur le match. Il fait quasiment 170 mètres parcourus sur cette rencontre-là. Donc vraiment au four et au moulin pour pas changer par rapport aux phases de poule. Il fait vraiment sa Coupe du Monde de A à Z. La Coupe du Monde. Donc on arrive à la mi-temps. Il y a eu un essai encore de chaque côté. On arrive à la mi-temps à 18-17. Donc c'est serré, c'est à l'image du match. Voilà, plutôt équilibré sur le score parce qu'il y a qu'un point d'écart, et plutôt équilibré au vu de cette physionomie du match où sur la première mi-temps les Blacks dominent en début et puis l'Irlande revient petit à petit pour revenir à un point à la mi-temps. Début de seconde mi-temps, on a cette combinaison sur touche qui a été travaillée, on l'a su après, hein, donc ils ont dit qu'ils avaient vraiment analysé cette zone-là. Monga qui attaque très fort la ligne, fin de passe. Il traverse Van der Flier quand même qui rate un petit peu son plaquage. Il traverse 2 contre 1 avec Jordan. Ça va au bout. Donc à ce moment-là, il y a 25-17 pour les Néo-Zélandais. On se dit qu'à ce moment-là, peut-être que l'Irlande va peut-être lâcher au fur et à mesure le match. Et puis non, c'est mal connaître ces Irlandais qui vont revenir encore une fois au contact des Néo-Zélandais. C'est ça, ils vont revenir, ils vont marquer un essai pour venir à 28-24. C'est un essai de pénalité. 25-24, pardon, essai de pénalité. Et là on a Jordi Barrett qui sort un petit peu le geste du match dans la foulée quasiment, puisque sur un maul il y a un joueur irlandais qui démarre, qui sort du maul en fait pour démarrer, et Jordi Barrett qui se met dessous dans l'embut. Donc là s'il se met pas dessous, c'est l'Irlande qui passe devant, et au final on repart avec un renvoi d'embut où il ne score pas, et enfin c'est Jordi Barrett qui mettra la dernière pénalité à 10 minutes de la fin, et il y a cette dernière séquence de jeu, cette fameuse séquence de jeu où nos amis irlandais vont envoyer 37 temps de jeu. La possession démarre sur une possession néo-zélandaise qui dure 1 minute 7. Et après, c'est 5 minutes de possession irlandaise. Donc, comme tu l'as dit, il y a 37 rucks, il y a 87 passes
C'est énorme, c'est plus que la Roumanie. C'est plus qu'énorme. Je crois que de mémoire, la France sur les phases de poule, sur la totalité du match, c'est 128 passes en moyenne. Voilà, c'est 128 passes en moyenne. Là, sur 5 minutes, on en fait 87 côté irlandais, donc on balaye de droite à gauche sans cesse, avec une avancée, mais une défense néo-zélandaise intraitable, parce que même si on subit, on ne se met pas à la faute. Et voilà, comme tu le dis, ce dernier grattage c'est un symbole en plus, du vétéran Sam Whitelock. C'est Whitelock, recordman de sélection avec les All Blacks, qui vient de gratter ce dernier ballon. Donc voilà, qui met vraiment fin à ce match épique qui aura marqué vraiment cette Coupe du Monde. On s'en souviendra dans quelques années encore de ce match. Quelques stats quand même. Bien sûr, quelques stats. Une stat qui est la première, qui est colossale, c'est 42 minutes de temps de jeu, donc c'est une mi-temps sur 2 où on joue. En comparatif avec France-Nouvelle-Zélande, je crois en premier match c'était 35. Et l'autre gros match qui était des phases de poule que tout le monde a adoré, qui était l'Afrique du Sud contre l'Irlande, où là on est sur 29 minutes de temps de jeu. Donc vraiment un match où... Ça fait presque un tiers de plus de temps de jeu, donc imaginez au niveau de la préparation physique des joueurs, tout ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de faire 42 minutes de temps de jeu sur un quart de finale. Sur un quart de finale, et on finit le match comme on l'a commencé, quoi. Ah oui, c'est plein badin, on lâche rien. Il n'y a pas de baisse d'intensité quand les remplaçants rentrent, donc là c'est assez impressionnant. Une autre stat qui est pour le coup impressionnante côté néo-zélandais, et qui montre un petit peu cette maîtrise, c'est qu'il y a eu 0 mêlée introduction pour l'Irlande, donc 0 en avant finalement qui ont mené à une mêlée. C'est assez impressionnant ça. Très impressionnant, et pourtant ils ont fait des passes quand même. C'était pas du jeu à une passe, parce qu'on a vu quelques essais où on développe du jeu. Donc bravo aux Néo-Zélandais pour cette stat là. J'en ai une dernière à sortir pour montrer le réalisme des Néo-Zélandais, qui va faire un petit peu la même chose que l'Afrique du Sud, on en parlera plus tard. Mais les Néo-Zélandais, c'est 6 fois dans les 22 mètres irlandais, c'est 3 essais. Sachant que l'Irlande marque 3 essais elle aussi, mais pour le coup, elle vient 14 fois dans les 22 mètres. Donc plus de 2 fois plus, pour au final repartir avec le même nombre de points. Donc là, ça montre vraiment le réalisme néo-zélandais, qui se qualifie donc pour les demi-finales. C'est une petite surprise au niveau du jeu, ce qu'on voyait avant la Coupe du Monde, mais là voilà, ils sont toujours là, au rendez-vous. On va passer du coup à notre troisième match, qui opposait l'Angleterre au Fidji. Angleterre-Fidji, petite surprise sur le contenu des Fidjiens, parce que pour vous le rappeler, c'est l'Angleterre qui va passer ce quart de finale. Alors les Anglais, production de jeu qu'on attendait. On avait annoncé que l'Angleterre serait à son image, donc il serait pas en haut, il serait pas en dessous. Ça va être du combat devant, ça va prendre les pénales touches, ça va prendre les points quand il faut, ça va faire des molles et une grosse défense. Ça, on n'a pas été déçus côté anglais, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour le coup, très bien fait, parce que les Fidjiens ont voulu faire... alors, il y a peut-être des explications à ça, mais nous on les a pas, et on a été surpris là-dessus. C'est que les Fidjiens ont voulu reproduire un petit peu le jeu anglais, avec des jeux au pied, des molles, on joue beaucoup devant, du jeu à une passe. Et on a été déçus parce qu'en fait, les jeux au pied ont été beaucoup plus approximatifs que du côté anglais. Déjà, c'est pas le jeu fidjien à la base. Donc c'est dommage d'arriver en quart de finale et presque de se renier et de changer complètement ce qui a fait notre force sur les phases de poule. Et historiquement... le match contre l'Angleterre en Angleterre. Et le match en Angleterre, où on a une ligne de 3 quarts quand même qui est une des meilleures, même s'il y a des sauts sur ce match, mais on a une ligne de 3 quarts... impressionnante côté fidjien, et on s'entête même à des ballons entre les 40 et les 50 où on fait des jeux au pied qui sont à chaque fois trop longs. Donc voilà, un petit peu de déception quand même sur ce match, surtout du côté fidjien, qui n'a pas réussi vraiment à mettre son empreinte sur le jeu. Il y a un quart d'heure de folie, 10-15 minutes. Il marque 2 essais sur ce quart d'heure de folie. Alors on se dit que jusqu'à la fin du match ça va être ça, mais peut-être il y aura un petit peu de déception, dans le sens où voilà, si on avait apporté un peu de folie, on pense qu'avec cette ligne de 3 quarts, effectivement, il y aurait eu moyen. Semi Radradra s'est mis en valeur, mais je pense qu'il y aurait d'autres joueurs comme Tuisova, Nassayel et notamment cette paire de centres qui n'a pas su vraiment ressortir de ce match. Il n'y a aucun des deux finalement ne traverse à aucun moment.
Donc c'est assez décevant côté fidjien de sortir comme ça, parce que malgré tout ça se finit à 30-24, donc c'était quand même juste au final. Il n'y avait pas beaucoup de marge côté anglais, un arbitrage aussi quand même, des décisions un petit peu polémiques de la part de Mathieu Reynal, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, donc l'Angleterre qui se qualifie pour les demi-finales, là aussi c'est une surprise énorme quand on voit le co-signation, on leur a mis 50 points. C'est quand même triste de se dire que l'Angleterre passe et un petit peu idem pour l'Irlande. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être retravaillé, cette façon de revoir le classement de World Rugby pour préparer justement ces poules. Donc on n'enlève rien à ces Anglais qui étaient à l'agonie, mais pendant le tournoi Destination, et ils se retrouvent en demi-finale de Coupe du Monde par un concours de circonstances où voilà, le fait d'avoir des poules aussi relevées sur A et B et un peu plus faibles sur C et D leur permet d'accéder à ces demi-finales. Juste pour vous réexpliquer, c'est que les tirages au sort sont faits 2 ans avant sur les phases de poules. Donc ça fait qu'en 2 ans, les équipes varient énormément. Donc là, en tête de série, voilà, il n'y avait pas forcément ce qui pouvait être le cas aujourd'hui. Et on se retrouve donc avec des quarts de finale en termes de niveau de jeu déséquilibrés. On va finir, dernier quart de finale. Ce dernier quart de finale qui opposait donc la France et l'Afrique du Sud. C'était vraiment le match qu'on attendait le plus de notre côté. Match qu'on attendait le plus, et pour résumer un peu ce qu'on pense de France-Afrique du Sud. J'ai un peu les boules. Je pense que demain j'aurai encore plus les boules. Et après-demain j'aurai encore plus les boules. Donc comme dit la vidéo, j'ai les boules. Vraiment parce qu'on fait vraiment un sacré match, quoi. On ne peut pas reprocher grand-chose en termes d'engagement. Là où on aurait pu être surpris, c'est sur le paquet d'avant, et ils ont répondu plus que présent. Alors on les a pas mâchés, les Sud-Africains quand même, mais on a fait plus que les contrées. Et après Loïc, du coup, pour revenir sur ce match, donc ça démarre, on fait une très grosse entame côté français. Donc d'entrée, un essai de Cyril Bay en bout de ligne, comme à son habitude. C'est un pilier gauche. Donc Cyril Bay qui marque d'entrée. On a tout de suite, on remet la pression sur les Sud-Africains. Phase d'attaque, on se retrouve à 5 mètres de leur ligne. Première décision un petit peu litigieuse. Donc cette montée en inversé d'Etzebeth qui ramène le ballon. Alors elle est difficile à arbitrer, le ballon va pas clairement en avant, il va pas très clairement vers son camp. Mais voilà, c'est une première décision litigieuse. Suite à cette récupération de balle, c'est l'Afrique du Sud qui marque. Pour revenir juste sur la décision, alors effectivement ça peut être une décision litigieuse. Je trouve qu'il y en a des décisions qui seront plus contestables un peu plus tard dans le match, parce qu'on reste quand même en début de match. Et je pense tout simplement que si Damien Penaud donne simplement la balle à Grégory Aldrit, on n'a même pas besoin de se poser la question de... C'est Damien Penaud qui prend, et en pivot qui va faire une sautée. Alors elle peut être bonne, parce que effectivement si Etzebeth monte pas en inversé comme ça, c'est un 4 contre 1. Mais il y a effectivement Grégory Aldrit qui vient même dans un espace et à 3 mètres de la ligne. Aldrit, voilà, c'est forcément... Sachant qu'il Aldrit arrive en épaule faible sur Etzebeth. Donc voilà, à 3 mètres de la ligne, quand on connaît la puissance de Grégory Aldrit, ça peut faire essai. Et puis voilà, les vidéos ne montrent pas, comme tu dis, clairement que, alors qu'un petit peu plus tard, il y a d'autres décisions qu'on va pouvoir commenter, ou qui sont vraiment pour le coup bien plus évidentes. Donc voilà, oui, les gens, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient déçus de cette décision-là, mais encore une fois, il y a rien de flagrant où on peut pas être sûr à 100% de cet en avant-là, de cette faute-là. C'est ça, donc on a vu, pour sortir un petit peu du cadre arbitral, on a vu vraiment une première mi-temps où la France dominait complètement son sujet, mais finalement sur 3 contre 3 jeux au pied, l'Afrique du Sud met 3 essais, et on se retrouve à la mi-temps avec 22-19. Donc pas un clair avantage quand même. Moi, si je peux reprocher quelque chose à l'équipe de France, entre guillemets, parce que j'ai rien à leur reprocher, mais c'est vraiment d'arriver à la mi-temps avec seulement 3 points d'avance, alors qu'on a fait tout le jeu quand même en première mi-temps. Donc je pense que sur la première mi-temps, ils peuvent pas mettre plus de points que ça en fait, les Sud-Africains. C'est chaque incursion, on score. A contrario,
les Français qui passent énormément de temps dans le camp sud-africain pour au final ressortir avec presque un match nul, quoi. C'est ça, et je crois alors sur la totalité du match, je crois que c'est un peu plus de 60% d'occupation et de possession. En première mi-temps, je crois qu'on est quasiment à 70-75% d'occupation. Donc oui, tu sors avec des regrets, tout simplement parce qu'à la mi-temps, en fait, si tu rentres avec 10-15 points d'écart, je pense qu'en fait, il n'y a pas photo, quoi. Et on n'a rien à dire sur un écart qui pourrait être beaucoup plus conséquent. Et après avoir vu le match, c'est là qu'on se dit que ça peut être compliqué. Parce que très vite en seconde mi-temps, alors ça coach très tôt côté sud-africain, on a la charnière qui change à la 45e, on sort Colisi le capitaine à la 46e, et nous on fait un coaching plutôt en réaction finalement, et on va subir finalement toute cette seconde mi-temps, on va subir la puissance sud-africaine. Du coach, et puis là c'est plus du tout la même chanson, à mêler compliqué, t'as quasiment plus de porteurs de balle. Donc tu te retrouves à subir un peu les assauts sud-africains, parce que c'est ça. Si on voit un petit peu les joueurs qui rentrent côté français, à part Romain Taofino qui a vraiment su apporter sa puissance et sa technique. Sa technique, on l'a vu, hein, il a fait jouer des Chistera. Le premier joueur sud-africain qui venait, quand même, à chaque fois ça les mettait dans l'avancée à nos Français. Donc voilà, vraiment Romain Taofino qui a pu apporter sa puissance. Ça apportera aussi un débat sur la titularisation de Cameron Woki, qui a plutôt un profil soit de 4, soit de 3ème lignel. Mais bon en touche. Mais alors je rejoins un petit peu ce que disait Moscato sur le fait de jouer avec un numéro 5, un 38 tonnes. Parce que pour le coup, malheureusement, Flamand, où on sait qu'il aime avoir des ballons un petit peu plus loin des rucks. Et c'est là où il nous apporte énormément. Parce qu'avec sa vitesse, ses lectures de jeu et sa puissance, mais pas autour des rucks, mais un peu plus large, peut faire des différences. Là, c'est vrai que le fait de jouer avec Thibaut Flamand et Cameron Woki, alors effectivement, on a un excellent sauteur en touche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le nombre de touches qu'il y a dans le match, on se passe d'un 38 tonnes qui peut apporter beaucoup plus sur tout le volume de jeu qu'il y a à faire entre chaque touche. On en vient à cette action à la 69e minute où on a un grattage de Quagga Smith qui démarque clairement les 4 appuis au sol et qui finit finalement par gratter le ballon. Pénalité pour l'Afrique du Sud à 51 mètres, si je ne me trompe pas. Pollard met la pénalité. Alors que, pour le coup, cette erreur d'arbitrage, pour moi, c'est la plus flagrante parce que ça doit faire pénalité pour l'équipe de France à 49 mètres. Et là, ça change le match quand même. Parce qu'au lieu de passer sur un score de moins 4, tu dois être à plus 2. C'est vraiment, pour moi, la plus grosse faute d'arbitrage. Alors, il peut y avoir des bas sur les zones de ruck où ils nous ont quand même énormément pourri les sorties de balles. Mais ça encore, l'arbitre a été cohérent sur tout le match. Alors nous, effectivement, on n'a pas pourri les sorties de balles comme eux, même s'il y a une ou deux fois où on est un peu limite et on se fait pas sanctionner. Alors c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais là où pour le coup c'est pas l'appréciation de l'arbitre et c'est la règle, c'est que quand on met les mains au sol, eh ben on est sanctionnable. Et là pour le coup on n'est pas sanctionnable du côté sud-africain. Et voilà, et donc de moins 4, on aurait pu passer à plus 2 et c'est pas tout à fait la même chanson parce qu'on peut se permettre d'aller jouer beaucoup plus chez eux au lieu de se découvrir et de devoir remonter des ballons à la main pour essayer d'essayer d'aller marquer ces fameux 3 points, 4 points qui nous manquent pour la victoire. Voilà, sur l'arbitrage, on aura l'occasion d'en reparler et ça a été déjà beaucoup commenté en plus. Donc beaucoup commenté, mais c'est... Alors effectivement, tu as la pénalité de Quagga Smith qui est importante, mais c'est pas à cause de l'arbitre qu'on perd le match. Et avoir autant de domination, c'est plus de 60% de possession de balle, 82 franchissements, enfin pour avoir quelques stats, mais 82 franchissements, avec ça comme stat, quelqu'un qui n'a pas vu le match... Que 12 plaquages manqués. Et que 12 plaquages manqués. Donc ça montre qu'on n'a pas été tellement en difficulté sur du ligne à ligne. Finalement, il n'y a que l'essai d'Etzebeth qui est un minimum construit, où vraiment il nous chahute. Mais sur la première mi-temps, voilà, comme on l'a déjà dit, on doit pas prendre ces 19 points. Donc c'est compliqué de se dire qu'on sort de notre propre Coupe du Monde. On se disait que ça pouvait être la bonne année. Et finalement, on sort en quart de finale. On va passer tout de suite, du coup, après avoir débriefé ce match, à nos tops et nos flops. Donc le premier top de ces quarts de finale, c'est vraiment le retour des Blacks. Le retour en forme des All Blacks. Voilà, donc comme on l'a dit, les All Blacks qui étaient vraiment pas attendus à ce niveau-là, leur dernier match de préparation, ils prennent une valise par l'équipe sud-africaine. Ils démarrent la Coupe du Monde
Ils prennent une petite valise quand même contre l'équipe de France. Et là, ils sortent un match quand même digne des grands All Blacks face à une équipe d'Irlande hyper en place. Rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Juste le deuxième top pour nous, c'était le niveau de quart de finale des poules A et B. Où on voit qu'il y a un écart considérable entre la poule A et B et la poule C et D. Donc, voilà. Ce qui était prévisible pour nous, c'est dès qu'on a vu les tirages au sort, on s'est clairement dit qu'il y avait quand même un écart de niveau entre ces poules A, B et C, D. Et ces quarts de finale, ils ne trompent pas. Hein. On a vraiment une qualité de match qui est vraiment différente entre ces quatre matchs. Sur les tops, voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait à dire. On va pas plus approfondir parce qu'on a déjà bien parlé des All Blacks et de ces différences de niveau entre les poules. On va passer au flop maintenant. Premier flop, du coup, c'est l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, une seule nation représentée sur ces demi-finales, donc l'Angleterre, pas celle à laquelle on pouvait penser. Mais c'est la seule, voilà. Donc une fois de plus, l'hémisphère sud, du coup, qui remet les pendules à l'heure, parce qu'on avait annoncé l'Irlande potentiellement championne du monde. Peut-être on avait annoncé les 4 nations en demi-finale, presque avant les matchs. On se retrouve avec 3-1. Hein. On pensait que les Pays de Galles pouvaient battre l'Argentine, l'Irlande, les Blacks, la France, l'Afrique du Sud, et même l'Angleterre, du coup, qui a gagné les Fidji. Bon, au final, on a vu que les nations du Sud, elles sont encore au-dessus, finalement. Elles sont encore au-dessus. Ça va faire un petit débat pour le deuxième flop qu'on aura à souligner, mais oui, l'hémisphère nord aura 4 années pour retravailler, en espérant que l'Irlande garde son niveau de jeu, que la France aussi, parce qu'on a énormément de perspectives. On perd que 2 joueurs, Antonio et Tao. Antonio, pour moi, la plus grosse perte quand même de l'équipe de France. C'est ça, c'est que sur le poste de pilier droit, on n'a pas quelqu'un derrière qui s'impose en tant que successeur de Winnie Antonio, donc ça va être un petit peu compliqué de le remplacer, mais voilà, on sait quand même qu'il y a un joli vivier en équipe de France et que voilà, les différents staffs feront le nécessaire pour qu'on trouve ce joueur-là, cette pépite à ce poste de pilier droit. Un petit peu de déception quand même, parce qu'on avait vu sur ces 4 dernières années l'Irlande qui s'impose pour la première fois sur une tournée en Nouvelle-Zélande. On a vu la France battre successivement l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et puis finalement, quand on arrive dans les grands rendez-vous de la Coupe du Monde, les équipes du Nord qui n'arrivent pas à passer le cap, l'Irlande qui passe toujours pas les quarts de finale, et la France pour la troisième fois consécutive qui sort en quart de finale, avec un peu plus de déception que les 2 fois dernières, mais voilà, ça fait quand même... Toujours un point de trop. Voilà, c'est ça, à chaque fois c'est bon. Sauf en 2015, où là, il y avait pas de débat. Mais voilà, ça fait 2 fois d'affilée qu'on sort avec un point d'écart. Deuxième flop pour nous, donc c'est l'incohérence de l'arbitrage. Alors, c'est pas un match en particulier ou quoi que ce soit qui nous fait dire incohérence de l'arbitrage. C'est plutôt le fait qu'en tant que nation, je pense que quand tu prépares un match, tu t'attends pas à avoir autant d'écart sur l'arbitrage, parce que quand tu enchaînes 2 matchs d'affilée, tu as des fautes que tu vois dans un match qui sont pas sifflées dans l'autre, parce que l'arbitre arbitre justement différemment. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la cohérence, que les équipes, quand elles se préparent, une faute reste une faute, voilà, on met les mains au sol, c'est sanctionné. Là, c'est un match sanctionne, un match ne sanctionne pas. On voit Edzebet quand il fait la tapette, est-ce qu'il y en a avant ou pas, je sais pas, mais on voit Owen Farrell faire la même chose. Il tape, alors qu'il y a un joueur après ou pas. Alors il y a un joueur, mais effectivement la passe elle est pas précise. Mais on a Mathieu Reynal qui met une simple pénalité. Alors je peux comprendre dans l'esprit du jeu que voilà, si c'est pas un ballon, mais moi ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on ait des choses clairement. Je tape sur un ballon, sur une passe, il y a un avant volontaire, c'est carton jaune, ou voilà, qu'on soit pas systématiquement sur de l'appréciation d'arbitre, parce que c'est compliqué, quoi. Parce que justement il y a des zones, notamment les zones de ruck, qui sont beaucoup liées à l'appréciation. Et puis les arbitres du Nord n'arbitrent pas comme les arbitres du Sud. C'est vrai. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir davantage d'arbitres du Sud du coup qui viennent nous arbitrer, notamment sur le 6 Nations, des choses comme ça, pour qu'on puisse s'habituer à ces différentes appréciations. Parce que comme je voulais le dire, du coup les appréciations, c'est pas là pour nous qu'il y a les erreurs les plus flagrantes, c'est-à-dire le joueur qui sort pas assez vite, les choses comme ça. À la limite, selon l'arbitre, s'il reste cohérent sur son match, c'est différent. Là le problème c'est que même sur des faits de jeu ou comme on l'a vu, sur les 4 appuis, sur les impacts à la tête qui sont arbitrés différemment à chaque match,
Donc ça, c'est un petit peu, selon nous, les points sur lesquels World Rugby va devoir travailler pour qu'à l'avenir, alors on n'aura jamais un arbitrage parfait, et c'est pas ce qu'on dit. Mais par exemple, sur le match Nouvelle-Zélande-Irlande, Wayne Barnes, qu'on a beaucoup critiqué, c'est certainement l'arbitre qui est le plus juste dans ses décisions. Alors c'est peut-être un match qui est plus facile à arbitrer que les autres, mais voilà, sur la continuité du match, il n'y a pas d'erreur manifeste. On a un match, donc comme je l'ai dit, Pays de Galles-Argentine qui est plutôt bien arbitré jusqu'à ce coup de tête, enfin cette épaule dans la tête qui vaut au moins une pénalité si on en suit, encore une fois, c'est vraiment si on suit ce qui se fait depuis le début de la Coupe du Monde. On met en avant la santé des joueurs, les impacts à la tête, ces sanctions, et là on a un arbitre qui vient nous expliquer que tous les impacts à la tête ne sont pas sanctionnés ou sanctionnables. Voilà, c'est un petit peu cette cohérence-là qui nous dit, voilà, si on met en avant la sécurité des joueurs, alors comme tu l'as dit Max, pas forcément un carton jaune, mais par contre au moins sanctionner ces gestes-là, parce que encore une fois, Tompkins, il sort quand même sur protocole commotion. Bien sûr. Donc c'est que l'impact il y est, et on sait qu'au rugby les impacts à la tête c'est tout simplement interdit. Donc voilà, cette incohérence entre les différents matchs, les différents arbitres, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ce serait bien un petit peu de lier tout ça et que... Et pourquoi pas l'idée que tu dis que les arbitres du Nord aillent arbitrer dans l'hémisphère sud et inversement. C'est vrai que pour nous, ça pourrait être quand même beaucoup plus intéressant d'arriver sur une Coupe du Monde et de savoir comment arbitre tel arbitre ou tel arbitre. Alors Ben O'Keefe, on a bien compris qu'en fait sur les phases de ruck, c'est un peu la soule quoi. C'est très permissif dans l'hémisphère sud. Hein. Si on regarde le Super Rugby quand même, c'est aussi le cas. C'est un jeu qui est beaucoup moins structuré que dans le Nord. Donc voilà, il y a beaucoup plus de permissions sur les phases de ruck. Bon, nous, du coup, sur un match à Afrique du Sud-France, on se retrouve un petit peu... Nous, on a le sentiment d'être un petit peu lésés parce que tu travailles pendant 4 ans à mettre un schéma tactique, à faire des choses pour que le jeu aille vite, et tu te retrouves sur un match où tous les ballons sont ralentis. Dernier petit point, 4 arbitres néo-zélandais, quand même, France-Afrique du Sud. Donc là, pareil... quelle est la cohérence de se dire, a priori, il n'y a que les... Parce qu'on nous a expliqué que c'était au mérite. Donc apparemment, les Néo-Zélandais sont plus qu'au mérite. Donc voilà, qui est différentes nationalités, des arbitres du Nord, des arbitres du Sud sur les mêmes. À la limite, pourquoi pas faire un arbitre du Sud, un arbitre central, mais avoir quelqu'un à la vidéo peut-être du Nord et inversement, qu'on puisse avoir un peu cette équité en termes d'arbitrage. Voilà, c'était notre deuxième et dernier fois. On va passer à notre 15. Qui a priori plaît. Ouais, c'est la partie qui vous plaît le plus de ce qu'on a pu avoir comme retour. Alors notre 15, du coup, on va démarrer avec la première ligne, donc qui est composée de Baye, Movaka et Franz Malherbe. Alors Cyril Baye, il a fait un très bon match dans l'ensemble. En plus de ça, il met un doublé. Donc pour nous, c'était logique de le mettre. Movaka... Bon là je pense que... Meilleur talonneur du monde, répète, meilleur talonneur du monde. Je pense que là il n'y a pas de débat sur Peato Movaka, il a été exceptionnel sur ce match, ça a été certainement le meilleur français pendant cette Coupe du Monde. Il n'est pas passé une fois au travers, même quand il jouait remplaçant, quand il rentrait on sentait vraiment l'impact qu'il a mené. Et Franz Malherbe en clôture, c'était... Alors à droite il n'y a personne qui sortait clairement du lot, et Franz Malherbe quand même qui nous a mis pas mal en difficulté sur les mêlées. On a vu, je crois qu'il y a eu 9 mêlées dans le match, et on en a perdu... 4 introductions françaises où on perd le ballon. Donc bon, c'était un petit peu pour mettre en avant cette mêlée sud-africaine qui a quand même été ultra dominatrice face à notre équipe de France. On continue notre 15 du coup avec notre seconde ligne qui est composée de Eben Etzebet et de Maro Itoge. Eben Etzebet, donc malgré cette faute et ce carton jaune, donc la faute qui n'a pas été sanctionnée de l'en avant, et un carton jaune pour le coup sanctionné, mais par contre il a rayonné sur ce match. Et il rayonne, auteur d'un essai où il met une charge monumentale sur Mathieu Jalibert qui amène l'essai, donc il emporte tout sur son passage. Mais oui, vraiment, le sud-africain par excellence, quoi, la pointe du combat, on refuse rien. Je pense qu'il nous a aussi dérangé un petit peu sur les sorties de camp, parce qu'on a vu Antoine Dupont avoir un peu moins de longueur de jeu au pied. Donc c'est vrai que quand d'un côté du ruck tu as 2m03 et de l'autre tu peux avoir 2 mètres voire 2m07 avec Sneeman. Bon, c'est compliqué, donc voilà, à la pointe du combat il a pris des ballons, il n'a jamais reculé. Voilà, et grosse partie de notre ancien Toulonnais. C'est ça, et de l'autre côté du coup on a mis Maro Itoge qui a su quand même dans un match face au Fidji qu'on savait dominant physiquement, qui a su apporter de l'avancée. Alors on l'a vu, il a pris une belle marche arrière sur un plaquage, mais on va pas résumer tout un match à ça quand même. Il a su
transpercer les molles, il a su gratter des ballons, il a été omniprésent en touche, dans le jeu aussi, on le connaît, Itoje c'est un second ligne qui court énormément. Donc voilà, on a mis Maro Itoje, puis pour la performance de l'Angleterre aussi, c'était bien d'avoir un Anglais dans le 5 de devant. Au niveau de la troisième ligne du coup, Max, quels sont nos choix? Donc Ben Earl, l'Anglais, Charles Olivon et Hardy Savea qui est parti pour être l'homme de cette Coupe du Monde. Ouais, voilà, donc il y a deux choix qui sont clairs pour nous, c'est Hardy Savea et Charles Olivon. Bon, si vous avez vu les matchs, vous les avez forcément vus, hein, ils ont ébloui de leur talent les deux parties. On a vu un Hardy Savea présent partout, il en marque. Attaque, en défense, il marque. Impressionnant. Charles Olivon, pareil, ça a été certainement le meilleur joueur, le meilleur troisième ligne français. Bien que Grégory Aldrit ait fait un match énorme et Jelon aussi, mais voilà, Olivon était partout, ballon en main, en défense, couverture de terrain exceptionnelle. Donc voilà, ces deux joueurs-là, il n'y avait pas forcément de débat. Ben Earl, il y a eu un petit débat quand même entre nous avec Sam Cane, qui a fait un match exceptionnel, plus de 20 plaquages, mais voilà, offensivement, il apporte quand même un petit peu moins que Ben Earl. Il apporte un petit peu moins que Ben Earl, c'est pas sa qualité première en plus. On sait que c'est un garçon quand même qui est le digne du successeur de Richie Mako, donc c'est Monsieur Ruck et Monsieur Plaquage, et on défend. Donc voilà, Ben Earl pour le coup, oui, aussi bon en attaque qu'en défense, on l'a vu traverser contre ces Fidjiens à un moment donné, on s'est dit il va aller marquer un essai de 60 mètres. Donc vraiment intéressant. Du coup voilà, Ben Earl qui apporte vraiment une solution différente que Billy Vunipola, hein, on le sait, c'est un joueur beaucoup moins puissant, beaucoup moins massif, beaucoup moins puissant, mais voilà, il a su sortir son épingle du jeu pour finir titulaire sur ce quart de finale. Donc voilà, notre troisième ligne qui sera composée de ces trois joueurs-là. On va passer à la charnière. Donc en demi-mêlée, on a choisi Antoine Dupont et à l'ouverture Richie Mo'unga. Donc Max. Ouais, alors Antoine Dupont, pas mal critiqué sur ce match où on a pu entendre qu'il n'était pas en forme, qu'il n'était pas à 100%, qu'il avait peur des contacts, etc. Alors c'est pas quelque chose qu'on a ressenti nous. Pour le coup, moi la seule chose qui m'a un peu marqué entre guillemets en termes négatifs, c'était plutôt cette longueur de jeu au pied là, où on n'a pas eu de longueur avec des coups de pied de 60 mètres systématiques. Mais après pour le reste, quand il a fallu défendre, il s'est pas enfui. En attaque, voilà, on le voit à un moment déborder sur le côté fermé, long de touche. Voilà, il a fait jouer, il a essayé d'amener du rythme malgré des sorties de balles ralenties. On l'a vu amorcer plusieurs attaques de par ses jeux au pied d'entrée dans le match. Il fait un petit jeu au pied pour Jalibert suivi d'un jeu au pied pour Bielbiaré qui est contré mais dans l'embut par RNC. Mais voilà, on a vu quand même un Antoine Dupont à la pointe du combat aussi. Il a arraché un ballon à Colisi. Il a mis un très beau plaquage à Etzebet. Donc quand même, voilà, Dupont qui méritait sa place de demi-mêlée. À l'ouverture, Mo'unga. Mo'unga qui a fermé pas mal de bouches, hein, parce qu'on a pareil, un petit peu à l'image de Boden Barrett, on se posait pas mal de questions sur Mo'unga. Et là, il sort un match plein pour le coup. Donc voilà, Richie Mo'unga. C'est celui qui fait le plus de mètres parcourus sur le match. Donc on avait en phase de poule, on l'avait vu beaucoup faire de passes, faire jouer. Là, il prend des initiatives et il se dit que voilà, ça doit être son match et il fait ce qu'il faut. Au niveau des centres, du coup, on a choisi Bundy Aki. L'indéboulonnable. Voilà, l'indéboulonnable et Jordi Barrett. Alors, ces deux premiers centres, c'était les deux vis-à-vis. Mais voilà, pas forcément de centres finalement qui sortent énormément du lot sur ces matchs. On a eu Danti qui a fait un très bon match, mais voilà, on pouvait pas mettre 5 Français non plus. Donc voilà, on a choisi ces deux centres-là. Jordi Barrett parce que il a été omniprésent en défense, en attaque, il a buté, même s'il en rate une. Mais voilà, Jordi Barrett pour l'ensemble de son œuvre et Bundiaki voilà, qui a su apporter sa puissance, porter des ballons, casser la ligne d'avantage. Donc un Bundiaki finalement fidèle à lui-même. Voilà, fidèle à lui-même qui permet à l'Irlande d'avancer à chaque fois. Sur notre trio d'arrière, du coup, on a décidé de faire jouer Emiliano Bofelli, Cheslin Colby et Boden Barrett. Donc Bofelli parce qu'il fallait quand même mettre un Argentin. Faut mettre un Argentin et puis voilà parce qu'effectivement il se qualifie, c'est l'homme du match. Ouais, ça a été élu homme du match parce que voilà, il met quand même une pénalité de 56 mètres et puis son jeu au pied face au Soulage. Voilà, Soulage fait scorer l'Argentine dans les moments faibles. Il rate la première, un petit peu de pression, mais par la suite c'est 100%. Donc voilà, Emiliano Bofelli à l'aile. De l'autre côté, Cheslin Colby, qui voilà, la rédemption.
Colby, là, voilà, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas vu Colby et ben, il a dû cocher fortement ce match, donc au four et au moulin. En attaque, enfin voilà, il y avait plusieurs temps qu'on n'avait pas revu des remontées de balles comme ça avec des appuis courts qui font que tu as l'impression de l'attraper et puis tu le vois plus. Il contre cette transformation qui va faire débat, mais bon, elle compte. C'est Cheslin Colby aussi. Donc c'est Cheslin Colby, on sait qu'il va très vite, mais bon, là ça allait un petit peu trop vite. Un petit peu trop vite. Mais voilà, il tente un drop, enfin voilà, plein d'initiatives pour lui, un essai où il prend de vitesse Damien Penaud, donc voilà, rien à dire sur lui. Et le dernier, effectivement, Boden Barrett. Alors je pense qu'il va falloir qu'on coupe la première séquence où on disait que sur les phases de poule il méritait pas de jouer, il méritait pas, c'est pas qu'il méritait pas, mais Mackenzie Mackenzie faisait tellement des matchs exceptionnels qu'on se disait qu'il pouvait y avoir débat, et là Mackenzie il est même pas rentré en jeu. Voilà, il est pas rentré en jeu, il n'y a pas débat, il fait un gros match avec notamment ce petit coup de pied par dessus où il récupère et ça amène le premier essai de Fenga Anuku. Et après voilà, soulagement au jeu au pied, des remontées de balles, voilà, plein d'initiatives. Donc un très très bon Boden Barrett pour ce quart de finale. Qui nous rappelle pourquoi il a été 3 fois meilleur joueur du monde. Du coup voilà, fin de notre 15, on a quelques mentions, puisque notamment Axel nous avait demandé de faire quelques mentions. Donc on a comme ça, on va vous les citer rapidement. Donc on a donc Sam Cane, on a eu Nicolas Sanchez qui fait une très bonne rentrée, on a George North qui fait un bon match au centre avec le Pays de Galles. Donc voilà, il y a eu quelques mentions sur ces différents matchs. On a aussi Radradra qui a fait un très bon match à l'aile avec les Fidji. Mais voilà, c'était pour nous pas suffisant pour rentrer dans ce 15 là. Une belle rentrée de Kurivoli qui amène un petit peu de peu de vitesse. Voilà, qui ramène un petit peu le jeu fidjien finalement. Après l'Omanie en plus qui fait un très mauvais match pour le coup. On va clôturer notre deuxième vidéo sur le pronostic du coup des demi-finales. Du coup, c'est 2 matchs qui opposeront l'Angleterre à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande à l'Argentine. Donc nous, pas de surprise pour nous, ça va être, je pense moi, 2 gros écarts sur ces matchs-là. L'Afrique du Sud qui va certainement imposer sa puissance à l'Angleterre. Et bon, la Nouvelle-Zélande, je vois pas comment l'Argentine pourrait les contrer. Moi non plus. Donc pour nous, voilà, ce sera une finale 100% hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Remake de 95. Voilà, remake de 95. 2 équipes qui sont habituées d'aller loin, 2 équipes qui sont aussi habituées à la gagner. Qui c'est qui prendra le pouvoir du coup ? Parce qu'ils sont 3 fois champions du monde chacun. C'est vrai, on verra si l'Afrique du Sud parviendra aussi à faire le doublé qu'avait fait la Nouvelle-Zélande en 2011 et 2015. Donc voilà, on débriefera tout ça la semaine prochaine aussi, on débriefera les demi-finales. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Balancer un grand coup de casque sur le pouce en partageant, s'il vous plaît. On partage, on like, on n'hésite pas. On a aussi une page Instagram et une page Facebook, donc la charnière rugby. Vous pouvez y aller, il y aura à la fin de chaque match, vous aurez le résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à partager des questions. Et à poser des questions. Voilà. À bientôt.